L'année de mes 16 ans, Laïbus et Léa font irruption dans ma vie. Je suis dans ma chambre, mon père m'appelle du rez-de-chaussée. « Nana, tu sais qu'on peut trouver l'acte de déportation de Laïbus et de Léa sur Internet ?» Oui, c'est vraiment la voix de mon père, d'en bas. Surprise, je tape leur nom dans mon moteur de recherche et je tombe sur une photo de leurs actes de déportation respectifs. Je suis fascinée et émue. Je reste 1 heure entière bloquée devant l'écran. Et puis, je note cette trouvaille dans un nouveau journal intime. Voilà ce que j'écris. Un de mes arrière-grands-parents a été retrouvé. Il s'appelait Laïbus Tim, juif polonais. Il était naturalisé polonais parce qu'il était russe. Il est mort à Auschwitz en 1943. Son nom est inscrit sur le mur de la Shoah à Paris. Quelques lignes plus tard, mon arrière-grand-mère Léa Tim, née Minsky, déportée en août 1942 à Auschwitz en allant faire les courses. À l'époque, pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans mon nouveau journal, je colle sur la même page 2 photos de leur fils, mon grand-père Elias, en uniforme militaire prises pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur l'une, il est assis sur une Jeep, sur l'autre à la terrasse d'un café, ignorant encore le destin réservé à sa famille. Le destin les a séparés, alors moi, je les ressoude avec de la colle dans mon journal. C'est ma façon à 16 ans de leur offrir une réunion. Ce souvenir m'est revenu alors que 13 ans plus tard, j'ouvre un document Word tout neuf sur mon ordinateur pour faire l'inventaire de ce qu'on sait sur eux. À ce moment précis, je ne sais absolument rien de plus que ce que je savais à mes 16 ans. Aujourd'hui, mon Word sobrement intitulé « Recherche généalogique » fait 78 pages. 5 ans de recherche, 78 pages. C'est cette substance qui infuse ici et maintenant. Dans le premier épisode, j'évoque ma légende familiale. Laïbus, mon arrière-grand-père, aurait été juif, russe, polonais, cosaque, le seul juif cosaque de Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Ça en jette. Mais cette légende tient sur le fil des mémoires. Lui et sa femme Léa ont été déportés depuis Paris par le camp d'extermination d'Auschwitz et ne sont pas revenus, emportant avec eux tous leurs souvenirs et laissant un vide mémoriel dans notre famille. Les souvenirs de mes grands-parents se transmettant aux jeunes générations en un grand téléphone arabe depuis 80 ans. Ce deuxième épisode, c'est l'occasion de faire le grand tri de printemps. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait pas ? Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? C'est absurde, c'est abject, mais c'est la tragicomédie des descendantes des victimes de la Shoah. Les informations les plus sûres dont je dispose sur Laïbus et Léa sont celles de leurs actes de déportation. Je n'ai aucun autre document sur eux. Aujourd'hui, les actes de déportation ont été rassemblés par le mémorial de la Shoah et sont consultables en ligne. J'entame ma quête par la relecture de ces actes. La fiche jaunie, dont je n'ai jamais vu que des copies numériques, donne les informations suivantes en lettres dactylographiées. D'abord, le nom de famille Tim, mais écrit avec un S à la fin. Prénom, Laïbus. Date de naissance, 18 octobre 1880. En France, en 1880, on célèbre pour la première fois cette année-là, le 14 juillet. Jules Grévy vient d'être élu 3e président de la 3e République. Dans quelques mois, on passera la première loi de Jules Ferry qui rendra l'école gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants. Mais, selon la fiche de déportation, Laïbus n'est pas né en France. Il est né à Łódź, en Pologne. Il habite à Paris, dans le 3e arrondissement, et fait partie du convoi numéro 58, qui part de Drancy le 31 juillet 1943 pour le camp d'Auschwitz. Matricule d'internement numéro 2927. Il y a aussi un mot en allemand correspondant à la profession. Ohne. Ça veut dire sans profession. À 16 ans, en lisant ce mot, j'ai ressenti une vive émotion. Comme si on avait profané le repos de Laïbus en le déclarant inapte.
Je ne connais quasiment rien sur lui, mais on m'a toujours transmis au moins 2 professions de Léibus, fabricant de bâches et marchand ambulant. Une sorte de miracle. Je ferai plus attention à mon CV si c'est le seul document qui se conserve le mieux dans 4 générations. Autour de Léa maintenant. Léa Tim. Tim écrit avec un Y au lieu du I cette fois-ci. Née Minsky. Elle semble née le 1er mai 1892. C'est vraiment étrange d'apprendre leur date de naissance sur les actes qui les envoyaient à la mort. Il est écrit que Léa est née à Chanew, Chanew, en Pologne. Habite dans le 3e arrondissement de Paris. Elle fait partie du convoi numéro 23 qui part de Drancy le 24 août 1942 pour le camp d'Auschwitz. Nés respectivement en 1880 et 1892, ils avaient donc 12 ans d'écart. Étaient-ils amoureux ? Je me demande comment ils se sont rencontrés. Ne disposant pas de leurs actes de naissance, nous ne connaissons pas le nom de leurs parents. Le fil est coupé. Léa et Léibus flottent dans l'histoire comme des apnéistes, sans leur ligne de vie. Mais en regardant les dates de naissance et de mort de Léibus dans leur globalité, de 1880 à 1943, il y a une chose qui me frappe tout de suite. Il a eu le temps de participer à la Première Guerre mondiale. Léibus a 34 ans en 1914. S'il était en bonne santé, il aurait très bien pu y participer. Mais cette information ne fait pas partie de ma légende familiale. On pense qu'il a eu une usine de bâches en Allemagne, mais on ne sait pas s'il a été soldat dans la grande boucherie du début du siècle. Dans la hiérarchie des informations, ça ressort comme une légère incongruité. En plus, dans ma tête, fabriquer des bâches, c'est pas du tout un métier proposé par Pôle emploi au début du XXe siècle. Le mot bâche m'évoque le fait de couvrir une piscine ou une table de ping-pong avant qu'il pleuve. Qu'est-ce que Léibus pouvait avoir avec ce genre de scène ? Ces actes de déportation sont vitaux, car ils mentionnent qu'ils sont tous les deux nés en Pologne. Leurs villes de naissance sont des fils à tirer pour mes recherches. Par contre, s'ils sont nés en Pologne, pourquoi ma famille m'a-t-elle dit qu'ils étaient russes ? Ça, c'est une drôle d'histoire. Léibus semble être né en 1880 à Łódź. Ça se prononce Łódź en polonais. C'est une ville polonaise aujourd'hui, mais à l'époque, cette région est occupée par l'Empire russe, ce qui veut dire que Léibus est bien né en territoire russe. En 1914, cette partie de l'Empire russe est envahie et occupée par l'Allemagne, mais coup de théâtre, à la fin de la guerre, le 11 novembre 1918, la Pologne obtient son indépendance. Après 123 ans de disparition des cartes, la voïvodie de Łódź, la région de naissance de Léibus, redevient officiellement polonaise. Mon arrière-grand-mère Léa, elle, est née dans un nom de ville qui n'existe pas sur les cartes actuelles, Chanow ou Chanew. Je n'ai pas d'autre information que ce nom. Alors, je parcours Google Maps au-dessus de la Pologne pour retrouver des villes aux noms similaires, tout en sachant que Chanow aurait pu être mal orthographié par un fonctionnaire français de l'époque, ou que la ville a peut-être été rayée de la carte pendant la guerre. Je réduis les horizons possibles à 3 villes qui, prononcées à la polonaise, donnent à peu près Chanow, Chrzanów et Ciechanów. Toutes les 3 sont en Pologne aujourd'hui, mais dans des régions différentes et occupées au XIXe siècle par des empires différents. Ainsi, Léa a pu naître en Russie, ou bien en Autriche-Hongrie, ou alors en Prusse. Le mystère demeure sur sa citoyenneté de naissance, d'autant plus que mon père et mes tantes pensent qu'elle était biélorusse et pas polonaise. Son nom de jeune fille, Minsky, leur fait penser qu'elle viendrait de Minsk, d'où la piste biélorusse. Mais d'une certaine façon, la légende familiale ici ne s'est pas tout à fait trompée. Léibus est bien né en territoire russe. Puis Léa et lui deviennent polonais à 26 et 38 ans. Dwa serduszka, chcieli oczy, oj, 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 co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Leurs nationalités ont beau changer, ils restent juifs. Ça vous colle à la peau. Maintenant, Léibus était-il cosaque ? On tient de ma grand-mère Réré qu'elle aurait vu en 1939 une photo de lui
son futur beau-père, en habit de cosaque. Je ne suis pas historienne et l'histoire des Cosaques me semble particulièrement floue. Ce que j'en comprends, c'est que pendant longtemps en Europe de l'Est, et peut-être dès le XIIIe siècle, des communautés rassemblant des personnes de tous horizons, des paysans fuyant leurs obligations seigneuriales, des pauvres, des hors-la-loi, des esclaves échappés, des aventuriers, s'établissent en bande, et s'ils défendent un bout de territoire des envahisseurs, tatars surtout, ils peuvent obtenir des terres à défricher et une paix relative avec leurs souverains. Ils sont gardes-frontières, guides pour que les marchands traversent sereinement les steppes, ou parfois mercenaires. Il est dit d'eux qu'ils sont des cavaliers particulièrement féroces. Est-ce que Léibus appartenait à une longue lignée de Cosaques ? J'en sais rien. Ce que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est qu'il y a plein de types de Cosaques et de communautés Cosaques. Et puis, il y a le mode de vie Cosaque. Au XVIe siècle, pour un noble polonais un peu aventureux, on peut faire le Cosaque pour acquérir de l'expérience militaire rapidement. Est-ce que Léibus aurait pu seulement faire le Cosaque ? Est-ce qu'il aurait pu enfiler cette tenue comme on enfilerait un costume de Winnie l'ourson à Disney juste pour la pose ? Au XVIIIe siècle, de nombreux Cosaques sont incorporés dans l'armée impériale russe. Donc Léibus aurait aussi pu être un simple soldat de l'Empire russe. Un parmi des centaines de milliers d'autres. Le problème, c'est que dans notre épique légende familiale, Léibus n'est pas seulement cosaque, il est le seul juif cosaque, seul boxeur dans sa catégorie. Selon Wikipédia, il y a bien eu un cercle de cosaques juifs au XVIIe siècle, donc ça se tiendrait. Mais l'histoire se gâte terriblement. Au début du XXe siècle, pile quand Léibus est jeune, beau et fort, enfin j'imagine, et au moment où il aurait l'âge d'être soldat, la Première Guerre mondiale éclate. C'est l'enfer, la région natale de Léibus est envahie par les Allemands. Les Russes se battent, mais en 1917, la révolution d'octobre fait basculer l'Empire en pleine guerre civile. Les Russes tentent de sortir de la guerre et finissent par signer un traité d'armistice avec l'Allemagne, à qui ils cèdent l'Ukraine, la Finlande, les pays baltes. En un jour, la Russie perd un quart de sa population. Mais l'Allemagne est à son tour vaincue et le 11 novembre 1918, la Pologne devient indépendante. Pourtant, la paix n'est pas acquise pour les Juifs. Loin, loin, loin de là. De 1918 à 1921, des explosions de violence secouent les territoires anciennement russes. Des communautés se mettent à massacrer les Juifs qui vivent avec eux sans que les autorités ne les arrêtent. Plus de 100 000 Juifs vont perdre la vie. Ces massacres ont même un nom, les pogroms, qui signifie détruire en russe. C'est un choc dans l'entre-deux-guerres. Ces massacres font même la une des journaux en Europe. Serait-ce à cause des pogroms que Léibus et Léa finiront par émigrer vers l'ouest ? Le hic pour ma belle histoire de seul juif cosaque, c'est que les cosaques russes vont parfois participer à ces massacres. Être cosaque et juif au début du XXe siècle semble un peu antinomique. Si jamais mon arrière-grand-père était cosaque ou à l'école des apprentis cosaques avant 1914, ce serait une folie de l'être en 1918, à moins d'être un juif qui tue des juifs. Mais pourquoi croit-on si fort que Léibus a été cosaque si l'image est aussi aberrante ? Ma famille n'ignore pas cette partie de l'histoire, mais mon père et ses sœurs insistent. Et puis, il y a la photo. À ce sujet, un ami passionné d'histoire et de culture slave me dit que la tcherkeska, donc cette fameuse tenue cosaque, toque en fourrure noire, cartouchière sous la poitrine, long manteau noir et ceinture, cette tenue s'est popularisée dans l'armée russe au XIXe siècle. Sans une connaissance détaillée de ces uniformes, personne en France à l'époque n'aurait pu vraiment faire la différence entre un régiment de cavalerie régulier et un cosaque. Alors, qu'a vu ma grand-mère sur cette photo ? Que lui ont dit Léibus, Léa et Elias ? Et s'il a vraiment été soldat, dans quelle guerre a-t-il combattu ? Est-ce concevable qu'il ait participé à des massacres de ses co-religionnaires ? Moi, je croyais que mourir à Auschwitz dans un des pires génocides de l'histoire lui conférait un statut inviolable de victime. À Poudlard, ça vous vaut plus 10 000 points Gryffondor direct. Je n'avais jamais imaginé qu'il aurait pu avoir du sang sur les mains. Même en l'écrivant, ça reste inconcevable. Je sens bien que j'y crois pas, et que c'est pas une piste que je peux envisager. Pour en savoir plus,
Il faudrait que je fasse des recherches en Pologne ou en Russie, mais c'est complètement au-dessus de mes forces. Certes, j'ai appris 3 ans le russe au lycée, mais ça fait 10 ans que je ne l'ai pas pratiqué et j'ai jamais été bilingue. Et puis je ne parle pas un mot de polonais. Il me faudrait des traducteurs, des historiens ou des historiennes, des ressources, savoir où chercher. Je panique totalement à l'idée de faire des recherches en Pologne. Alors, à ce stade, je me contente d'articles sur Internet. Je tombe finalement sur un article intéressant disant qu'on faisait moins confiance aux Juifs pour être de loyaux soldats. Donc ils n'étaient pas automatiquement enrôlés dans des armées d'empire. Et je me convainc que Leibus n'a jamais été soldat. Fin de partie pour la cause accrue de Leibus. 1-0 pour Nastasia en prise avec la légende familiale. Arraché à ses rêves cosaques par l'histoire ou ne l'ayant jamais été, Leibus ne chevauchait pas ou plus des montures accrues dans la steppe. Juif, il priait plutôt dans la synagogue d'un shtetl mal raccommodé. Shtetl, une petite ville en yiddish. Le yiddish, c'est la langue des Juifs d'Europe de l'Est. Mais le mot shtetl cache une réalité plus enfermante, moins pittoresque, des quartiers où les Juifs ont trouvé refuge en Europe de l'Est, mais où ils sont tenus de rester, de vivre en quasi-autarcie parfois. Mon arrière-grand-père Leibus est sûrement né dans un de ces shtetl citadins, dans la grande ville de Pologne, Łódź. Selon un recensement de la ville, Łódź en 1793, c'est un mini-village avec ses 191 résidents, dont 11 juifs. Mais elle devient un centre industriel en 1820 et les juifs maintenant représentent 34% de la population. Ils n'ont pas toujours eu le droit d'habiter où ils voulaient, mais ils ont largement contribué au développement de l'industrie textile dans la ville, en tant que fabricants et commerçants, faisant du commerce dans tout l'Empire russe. Des producteurs textiles juifs font même leur fortune comme Poznański, Rosenblatt ou Kohn et se construisent des palais dans la ville. Je ne connais pas ses origines familiales, riches ou pauvres, éduqués ou très peu, éduqués religieusement, grande famille ou noyau familial resserré. Ich hab nicht keine Ahnung. Je n'en ai aucune idée, c'est ma version yiddish. Dans un livre de l'historien Ivan Jablonka, je découvre l'existence de livres du souvenir, les Ishkorpur en langue yiddish. Après la disparition en masse de leur communauté, les Juifs polonais qui ont survécu au nazisme fondent des livres du souvenir par ville où ils ont vécu. Ces livres rassemblent de précieuses informations sur leur vie avant-guerre, sur les gens qu'ils ont connus, des bribes de souvenirs reconstitués pour que tout ne soit pas perdu. À la maison du Yiddish à Paris, je vais consulter les livres de Łódź dans l'espoir d'y retrouver la trace de ma famille. Je suis surprise de constater que ces livres ne sont pas traduits. Ils sont pour la plupart écrits en yiddish, que je ne sais pas lire, et seules quelques pages à la fin, in memoriam, sont rédigées en anglais avec les noms des gens dont on se souvient, des photos quelquefois. Je lis tous les noms, un par un, pas de team. Je regarde les photos, mais je ne connais pas le visage de mes arrière-grands-parents, donc impossible de les reconnaître à moins d'une ressemblance flagrante avec un membre de ma famille actuelle. Qu'ont retenu mes arrière-grands-parents de leur jeunesse en Pologne ? Est-ce qu'ils caressaient l'idée de constituer un État souverain pour le peuple juif, comme le sionisme le demande, ou alors de devenir communistes et partir à l'Est pour contribuer à une société qu'ils espèrent moins injuste ? Comme des dizaines de milliers de juifs polonais, ils finissent par partir et le cordon est coupé. Aucun souvenir de Pologne n'est parvenu jusqu'à nous. Ni comptine d'enfants, ni plat traditionnel, ni anecdote. Mes arrière-grands-parents voyagent légers. Je ne sais pas quel âge ils ont quand ils partent, si des frères et sœurs ont fait ce voyage avant eux ou avec eux, s'ils partent avec de l'argent, s'ils se connaissent déjà, si Léa connaît Leibus, ou est-ce qu'ils ont déjà des enfants ? Leurs traces si ténues s'effacent complètement pour des années, réémergeant en Suisse quand leurs enfants naissent. Mon grand-père Elias est né à Berne en 1918.
C'est une ville germanophone, capitale fédérale de la Suisse. Sur son acte de naissance, dont nous avons le carnet, il est écrit qu'il est polonais et pas suisse. Il a la nationalité de ses parents, car le droit du sol n'est pas en vigueur. D'être en Suisse ne lui suffit pas pour avoir la nationalité. Mais la naissance d'un enfant, c'est un piquet de passage. Ils sont à Berne en 1918. Je suis heureuse de pouvoir, avec quasi-certitude, les replacer dans l'espace et dans le temps pour une seconde. Je ne sais pas ce que c'est la vie d'un émigré polonais en Suisse allemande à cette époque, mais c'est rassurant de les savoir là, à l'abri pour un temps. Il y a quelque chose de furtif dans leurs apparitions. Ils sont en Pologne, seraient passés par l'Allemagne, puis non, ils sont en Suisse, et déjà ils sont en France, proche de l'apothéose finale. Ils me paraissent prompts à faire leur bagage. Leurs déplacements tiennent-ils du désespoir de la fuite ou d'un élan d'espoir de trouver une terre accueillante? Dans cette cavalcade, Léa, mon arrière-grand-mère, est encore plus insaisissable que Léibus. L'histoire l'efface encore un peu plus. C'est normal, c'est une femme, m'a-t-on dit. Elles sont souvent femmes de ou mères de dans l'état civil. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais la trace de Léa est si vaporeuse que je viens à associer l'image de mon arrière-grand-mère à une femme très discrète. Mes recherches me jouent des tours, et mon expérience d'aujourd'hui vient colorer l'objet de mes recherches d'hier. Déjà, je ne peux m'empêcher de graver une image de Léibus et de Léa qui soit teintée de clichés historiques, de romances, de peurs, d'images de films en noir et blanc et de discussions actuelles. On dit que la nature a horreur du vide, et mes sens remplissent le vide plus vite que mes recherches généalogiques. Je me sens pressée de retrouver et de raconter leur histoire avant que la mienne ait englouti la leur. Alors, vite, je résume ce que je sais en 2019. Ils étaient juifs, puisqu'ils ont été déportés pour cette raison, déportés depuis la France, mais pas français, nés russes, mais plus russes, respectivement 48 et 60 ans en 1940. Je n'arrive pas à savoir dans quel empire est née mon arrière-grand-mère, puisque la ville mentionnée sur son acte de naissance n'existe pas. Et sans recherche en Russie ou en Pologne, aucun moyen de savoir si Léibus a vraiment été cosaque. Même si la perspective d'avoir été le seul juif cosaque de sa génération s'est considérablement réduite, à moins d'en faire un assassin. Voilà ce que je sais. Pas grand-chose, mais voilà, un point de départ. Et comme j'adore les films de détective, je me suis dit qu'il était temps de préparer mon mur à conviction, coller les photos, relier les bouts de ficelle, dessiner les points d'interrogation. C'est l'objet de l'épisode 3. Trouver de nouvelles pièces à conviction. Qui a tué, non pas qui les a tués, mais qu'est-ce que l'histoire et le temps nous ont volé de précieux savoirs à propos de Léa et de Léibus.